Nous allons aborder le premier chapitre du thème 3. Chapitre 11, prendre en compte les questions de société. En grand 1, en quoi les évolutions des modes de consommation influencent-elles l'éthique? A. Le concept d'éthique dans les organisations. Une organisation éthique, c'est une organisation qui se conforme aux normes éthiques et morales établies, notamment en ce qui concerne les pratiques commerciales et les droits de l'homme. Elle doit également prendre en compte l'impact environnemental de ses activités et s'efforcer de minimiser son empreinte carbone. En clair, une entreprise éthique, c'est comme un bon citoyen. Elle fait du business, mais sans abîmer la planète ni exploiter les gens. Nous continuons avec le grand B, le consommateur à travers le temps. Comment les consommateurs ont évolué? Avec le temps, notre façon de consommer a beaucoup changé, influencée par les progrès technologiques et les tendances sociales. Fin 19e, début 20e siècle, l'industrialisation permet la production de masse et la naissance de la publicité. On va parler comme exemple de John Harvey Kellogg, qui est cofondateur des céréales Kellogg's, qui invente de nombreux produits, céréales, beurre de cacahuète et couvertures chauffantes. Années 1920-1930, c'est l'ère du confort moderne, avec l'arrivée de la voiture, de la radio et du réfrigérateur. Années 1950-1960, après la guerre, la classe moyenne se développe et les grandes marques comme Coca-Cola et McDonald's s'internationalisent. Années 1980-1990, les nouvelles technologies se répandent et en 1994, le premier site marchand NetMarket voit le jour aux États-Unis. Et enfin, depuis les années 2000, avec les paiements en ligne sécurisés et l'arrivée des digital natives, des achats en ligne explosent. En clair, à chaque époque, les habitudes de consommation changent grâce aux innovations et ce n'est pas fini. Nous sommes toujours dans le grand 1 et nous allons voir le grand C, les ONG partenaires des entreprises. ONG, organisations non gouvernementales. Les organisations ne suivent pas seulement les lois, elles intègrent aussi des valeurs éthiques et déontologiques pour guider leurs décisions stratégiques. Comment? Eh bien par la loi Pacte, qui est en cours depuis 2019 et qui permet aux entreprises de devenir des sociétés à mission, c'est-à-dire qu'elles peuvent afficher officiellement une raison d'être liée à des objectifs sociaux et environnementaux. Elles doivent alors prouver leurs engagements auprès de leurs parties prenantes et de la justice. Ensuite, par le congé solidaire. Alors ce dispositif, il offre aux salariés la possibilité de partir jusqu'à 6 mois à l'étranger pour une mission humanitaire tout en conservant leur emploi. Cela renforce leur engagement et donne du sens à leur travail. Le rôle des ONG, eh bien, elles poussent les entreprises à s'engager davantage sur des sujets clés comme l'écologie ou l'égalité homme-femme, ou encore la transparence. En clair, aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus se contenter de faire du profit. Elles doivent aussi prouver qu'elles agissent pour le bien commun. Dans le grand 2, nous allons voir comment les parties prenantes influencent la conduite éthique. Avec comme grand A, les parties prenantes et la société. Alors, l'impact des entreprises sur la société. L'impact des entreprises sur la société, eh bien, elles créent des emplois, paient des impôts, vendent des produits et services, mais elles ont aussi un effet sur l'environnement et la société. La norme ISO 26000, qui a cours depuis 2010, c'est une référence internationale pour aider les organisations à intégrer la RSE dans leurs pratiques. Elle couvre des sujets comme les droits de l'homme, les conditions du travail, l'écologie, la gouvernance, la relation avec les consommateurs. En clair, même si cette norme n'est pas obligatoire, elle aide les entreprises à se poser les bonnes questions et à s'améliorer pour avoir un impact positif sur la société. On va continuer dans le grand 2 et nous allons voir en grand B l'organisation et son écosystème. Les entreprises, elles évoluent dans un écosystème d'affaires, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs qui influencent et encadrent leurs activités. Gouvernement, consommateurs, concurrents, ONG, etc. Cet écosystème impose des règles via la législation et l'éthique, y compris dans l'usage du numérique.
Nous allons maintenant parler de la raison d'être d'une entreprise. La raison d'être d'une entreprise, c'est quoi? C'est faire du profit, mais pas seulement. C'est aussi avoir un impact positif sur la société. Alors elle prend la forme d'une déclaration qui exprime sa contribution au bien-être commun et elle est souvent co-construite avec les salariés, clients, fournisseurs et actionnaires. Comme exemple d'entreprise engagée, on va parler de Danone, qui est une entreprise à mission depuis 2017. Sa raison d'être, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Michelin, 2019. Sa raison d'être, c'est contribuer à une meilleure mobilité pour tous. Et enfin La Poste, 2020. Connecter les territoires, faciliter les échanges et contribuer au bien-être de chacun. Pourquoi c'est important une raison d'être? Cette raison d'être, elle est importante pour plusieurs raisons. Elle va attirer les talents qui partagent ces valeurs. Elle va motiver les employés en leur donnant du sens. Et enfin, elle guide les décisions stratégiques. En clair, les entreprises ne se contentent plus de vendre. Elles doivent aussi prouver leur engagement social et environnemental. Nous allons maintenant aborder le grand 3. Quels risques peuvent naître de l'éthique dans les affaires? Le risque, qu'est-ce que c'est? C'est l'incertitude acceptée. Chaque projet peut réussir ou échouer, et se déclarer éthique est un pari risqué, car les parties prenantes observent chaque action à la loupe. D'où viennent les risques? Ils peuvent être liés à l'économie, inflation, crise financière, à la concurrence, avec des nouveaux entrants, la guerre des prix, la réglementation, nouvelles lois, normes plus strictes, les catastrophes climatiques, sanitaires, et enfin les erreurs humaines sur les décisions stratégiques et les erreurs de gestion. Mais alors le risque, c'est un danger ou bien c'est une opportunité? Le risque peut faire peur, mais bien géré, il peut aussi être un levier de croissance. Une prise de risque calculée peut donner un avantage concurrentiel. Par exemple, Michael Porter, en 85, explique qu'une entreprise qui anticipe et gère bien les risques peut mieux s'adapter au marché et saisir les opportunités. Alors comment bien gérer le risque? Il faut d'abord identifier les risques possibles, analyser leur impact et leur probabilité, mettre en place des mesures préventives et préparer un PCA, plan de continuité d'activité pour faire face aux crises. Un PCA, ce sont des scénarios qui sont effectués pour continuer l'activité quoi qu'il arrive. Pourquoi c'est essentiel la gestion du risque? Eh bien pour éviter les pertes financières. Une mauvaise gestion des risques peut coûter très cher à une entreprise. On va prendre comme exemple le scandale de la viande de cheval qui a touché Findus en 2013. Findus s'est retrouvé au cœur d'un scandale lorsqu'on a découvert que certains de ses plats surgelés censés contenir du bœuf contenaient en réalité de la viande de cheval. L'entreprise n'avait pas suffisamment contrôlé sa chaîne d'approvisionnement et s'est retrouvée face à des rappels de produits coûteux et une perte massive de clients. Ça sert aussi à protéger son image de marque. L'image de marque est cruciale pour la confiance des consommateurs. Comme exemple, on peut parler d'H&M et de la destruction de vêtements invendus. H&M a été pointé du doigt lorsqu'il a été révélé que l'enseigne détruisait des vêtements invendus au lieu de les donner ou de les recycler. Cette pratique a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et a terni l'image de la marque, qui a dû revoir sa stratégie pour éviter un boycott de ses consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux. C'est essentiel aussi pour respecter la réglementation. Ne pas respecter les lois peut entraîner des amendes et des interdictions. Comme exemple, et on en a parlé en droit, Deliveroo qui a été condamné pour travail dissimulé en 2022. La justice française a condamné Deliveroo pour travail dissimulé, estimant que ses livreurs étaient en réalité des salariés déguisés en travailleurs indépendants. L'entreprise a écopé d'une lourde amende et son modèle économique en France a été fragilisé. Et enfin, pourquoi la gestion du risque est-elle essentielle? Eh bien, pour assurer la pérennité de l'entreprise, car gérer les risques, c'est garantir la survie de l'entreprise sur le long terme. Comme exemple, on peut parler de Lactalis et du scandale du lait contaminé en 2017. Lactalis a dû faire face à un scandale sanitaire après la contamination de ses laits infantiles à la salmonelle. L'entreprise a tardé à réagir, ce qui a aggravé la crise et entamé la confiance des consommateurs. Une meilleure gestion des risques sanitaires aurait pu limiter l'impact sur son activité et son image.
En clair, le risque fait partie du jeu, mais une entreprise qui sait l'anticiper et l'exploiter pourra mieux rebondir et se différencier. Nous allons continuer dans le grand 3 avec quels risques peuvent naître de l'éthique dans les affaires. Et nous allons parler de profit et d'éthique. Alors on voit que profit et éthique sont des termes sous tension. Il y a clairement une tension historique entre profit et éthique, mais de plus en plus d'entreprises comprennent que les deux ne sont pas incompatibles. Il y a des grandes théories du lien entre profit et éthique. Il y en a 4. Milton Friedman, en 1970, donne la priorité au profit. Il dit quoi? Il dit que la responsabilité sociale d'une entreprise est d'augmenter ses profits. Point. Pour lui, une entreprise ne doit pas chercher à être morale. Son seul rôle est de maximiser la valeur pour ses actionnaires. En 1976, il y a la théorie de l'agence, portée par Jensen et Meckling. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'entreprise doit servir les intérêts des actionnaires, ce qui peut parfois entrer en conflit avec les attentes éthiques des autres parties prenantes. En 1994, quasiment 20 ans après, John Ellington invente la Triple Bottom Line. People, Planet, Profit. Les gens, la planète et le profit. Il propose un modèle où l'entreprise ne doit pas seulement générer du profit, mais aussi avoir un impact positif sur la société, people, et l'environnement, planète. Et il montre qu'on peut jumeler les trois. Et enfin, Michael Porter et Mark Kramer, en 2011, parlent de valeur partagée. Ils disent que les entreprises peuvent créer de la valeur économique en créant de la valeur sociale. En clair, une entreprise qui investit dans des pratiques durables améliore sa rentabilité à long terme avec une meilleure image, la fidélisation des clients, la réduction des coûts liés aux crises écologiques ou sociales. Pourquoi éthique et profit sont compatibles? Eh bien, contrairement aux idées reçues, adopter un comportement éthique n'est pas un frein à la rentabilité. Au contraire, cela peut être un véritable levier de croissance et de performance. Pourquoi? Parce qu'un bon comportement éthique améliore la réputation de l'entreprise. Une entreprise qui adopte une démarche responsable gagne la confiance du public et limite les scandales. Exemple, on peut parler du succès de Michel et Augustin. Cette marque française de biscuits s'est construite sur des valeurs de transparence et de qualité en mettant en avant des ingrédients naturels et une communication authentique. Résultat, une fidélisation forte des consommateurs et une image de marque positive qui booste ses ventes. A l'inverse, le scandale de Volkswagen et du Dieselgate a montré qu'un comportement non éthique peut coûter très cher. Perte de confiance des clients, procès, amende record. La transparence et la RSE attirent des investisseurs responsables. Les entreprises qui s'engagent dans une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, sont de plus en plus plébiscitées par les investisseurs. Exemple, l'essor des fonds ISR, investissement socialement responsable. De nombreuses banques et fonds d'investissement privilégient aujourd'hui les entreprises engagées sur des critères environnementaux et sociaux. Danone, par exemple, a su attirer des investisseurs en mettant en avant son engagement pour une agriculture durable et des emballages recyclables. À l'inverse, les entreprises polluantes ou peu transparentes comme Total Energy, face aux critiques sur le climat, peuvent voir leur attractivité financière diminuer. Troisièmement, pourquoi éthique et profit sont compatibles? Eh bien parce que les consommateurs privilégient les marques engagées. Les Français sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux et orientent leurs achats en conséquence. Exemple, on va parler du succès de Veja, c'est une marque de basket. Cette marque est fabriquée de manière éco-responsable et a su conquérir un large public en misant sur une production transparente et respectueuse de l'environnement. Malgré des prix plus élevés que les grandes marques, son modèle est rentable et en pleine croissance. À l'inverse, les polémiques sur Chine et la fast fashion montrent que des pratiques non éthiques, exploitation des ouvriers, pollution, peuvent ternir l'image d'une marque et pousser certains consommateurs à s'en détourner. Enfin, une entreprise éthique fidélise mieux ses salariés. Les collaborateurs sont plus engagés et plus productifs lorsqu'ils adhèrent aux valeurs de leur entreprise. Comme exemple, on peut parler de Decathlon et de sa politique RH bienveillante. Avec une forte culture d'entreprise axée sur le bien-être des salariés, la marque de sport figure régulièrement parmi les entreprises préférées des Français. Un bon climat social réduit le turnover et améliore la performance. À l'inverse, Amazon a été critiqué pour ses conditions de travail difficiles, entraînant une mauvaise image employeur et des difficultés de recrutement.
Comme exemple sur l'éthique et le profit et leur comptabilité, on va parler d'Unilever. De plus en plus d'entreprises comprennent que s'engager pour l'environnement et la société n'est pas un coût, mais un véritable investissement stratégique. Un modèle de croissance durable permet d'améliorer la rentabilité tout en ayant un impact positif. Paul Polman dit à ce titre: la durabilité n'est pas une question de charité, c'est une question de bon sens économique. Son modèle de croissance repose sur des engagements écologiques et sociaux qui renforcent à la fois sa rentabilité et son impact positif. En clair, aujourd'hui, l'éthique n'est plus un frein au profit, mais un véritable levier de croissance. Nous allons continuer dans ce grand 3 avec comme grand C l'éthique et l'égalité professionnelle qui constituent un enjeu majeur. L'éthique ne s'arrête pas aux produits ou aux pratiques commerciales, elle doit également être présente dans le recrutement et la gestion des ressources humaines. Pour ce faire, l'État légifère avec la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en 2014, qui impose des actions concrètes contre les inégalités, notamment en matière de salaire, recrutement et représentation dans les instances de direction. Il y a un écart qui est encore très présent malgré les avancées. Selon le rapport 2021 du Forum économique mondial, l'égalité entre les sexes progresse trop lentement. L'écart global est encore de 68% dans les domaines de l'économie, la politique, l'éducation et la santé. À ce rythme, il faudrait 132 ans pour atteindre la parité mondiale. La crise du Covid-19 a fait reculer les progrès de 36 ans, affectant particulièrement les femmes dans les secteurs les plus précaires. En 2022, la France est classée 7e sur 156 pays en matière d'égalité hommes-femmes, derrière les pays nordiques et la Nouvelle-Zélande. Nous allons voir quels sont les principaux freins à l'égalité. Premièrement, discrimination à l'embauche et dans les évolutions de carrière. Certaines entreprises hésitent encore à recruter des femmes en âge de procréer, craignant les congés maternité, ce qui freine leur accès à certains postes. Ensuite, il y a un écart de salaire persistant. Malgré des politiques d'égalité, un écart salarial moyen de 15% subsiste entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, même à poste et temps de travail équivalent. Ensuite, il y a des stéréotypes de genre, influençant le choix d'orientation et des carrières. Dans les secteurs scientifiques et techniques, 82% des femmes déclarent avoir été confrontées à des stéréotypes de genre, limitant leur accès à certaines carrières. Enfin, la sous-représentation des femmes dans les postes de direction et de pouvoir, seuls 34,3% des postes de direction en France sont occupés par des femmes, notamment dans l'industrie et la finance, où elles restent minoritaires. Et enfin, messieurs, l'impact des charges familiales sur la carrière des femmes. Les femmes consacrent en moyenne 3h26 par jour aux tâches domestiques contre 2 heures pour les hommes, les poussant plus souvent vers le temps partiel et freinant leur évolution professionnelle. Quels sont les bénéfices d'une entreprise engagée? Une politique inclusive attire plus de talents diversifiés. Alors en France, on a mis en place des initiatives concrètes pour favoriser l'égalité professionnelle. Par exemple, l'index d'égalité professionnelle est une obligation pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Chaque année, elles doivent publier un score basé sur plusieurs critères comme l'écart salarial entre les hommes et les femmes, les augmentations et promotions, ou encore le retour de congé maternité. Si leur score est trop bas, elles doivent prendre des mesures correctives sous peine de sanctions. Certaines grandes entreprises vont encore plus loin, avec des politiques ambitieuses en faveur de l'égalité. L'Oréal, par exemple, est régulièrement cité pour ses actions en faveur de l'inclusion, avec des formations et des quotas pour garantir une représentation équitable des femmes aux postes de direction. Schneider Electric mise sur des programmes de mentorat pour accompagner les femmes dans leur évolution de carrière, et BNP Paribas s'engage à atteindre la parité dans ses promotions. Ces initiatives montrent que l'égalité professionnelle n'est pas qu'un objectif théorique, mais qu'elles peuvent être mises en œuvre concrètement avec des outils précis et un engagement des entreprises. Quels sont les bénéfices d'une entreprise engagée? Une politique inclusive attire plus de talents, la diversité améliore la performance et l'innovation, un environnement équitable favorise l'engagement et la motivation des employés, et enfin, respecter l'éthique renforce la réputation de l'entreprise.
Nous allons conclure là-dessus, sur le chapitre 11. Donc, comme nous venons de le voir, l'entreprise fait partie de la société et la société influence les entreprises et les entreprises influencent la société pour le meilleur, pour plus de performance pour les entreprises et pour une société plus juste.